Et on est de retour en direct pour la suite de ce Sprint Day 2024 pour vous parler des épreuves d'admission de l'ESSEC. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet avec une première épreuve, les tests de logique et de compétences managériales. Une épreuve parfois redoutée, qu'on va peut-être un petit peu désacraliser, ou pas, avec vous, Jean-Luc Bernot, bonjour. Bonjour Guillaume. Professeur des universités, concepteur des tests de l'ESSEC. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous le rappelle, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions en direct que vous avez, même les questions les plus bêtes. C'est anonyme, donc je serai votre porte-parole et Jean-Luc Bernot ne vous jugera pas. D'abord, on va faire très simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette épreuve de test de logique et de compétences managériales ? Alors c'est une épreuve écrite, importante, qui est employée à l'ESSEC depuis de nombreuses années et qui vise principalement à apprécier les compétences des candidats sur deux volets. D'une part, l'excellence académique, qui est plutôt traitée par l'épreuve de test de logique, et d'autre part sur des compétences qui sont attendues par l'école en termes de développement managérial, donc à travers une épreuve spécifique qui évalue ces compétences spécifiques. Combien de temps va durer cette épreuve et comment elle est décomposée ? Alors, elle dure à peu près 3 heures tout compris, c'est-à-dire une grosse demi-journée. Les élèves ont d'abord l'épreuve d'évaluation des compétences managériales dans un premier temps. Elle est décomposée en 3 épreuves qui durent à peu près une demi-heure chacune. Et puis ensuite interviennent les tests de logique qui sont au nombre de 6 et qui durent à peu près 15 à 20 minutes par épreuve. C'est à l'étudiant ou à l'étudiante, au candidat, de gérer son temps ou le temps est timé par l'organisation ? Alors, on fait en sorte d'accueillir les candidats le mieux possible, leur donner toutes les informations utiles pour performer et être en confort pendant l'épreuve. Donc, on leur donne déjà des éléments le jour même pour pouvoir être à l'aise et pour pouvoir comprendre les tâches qui leur sont demandées. Et puis, à chaque étape, on va leur donner effectivement des temps d'administration précises qui permettent de savoir où on en est, comment on doit travailler et comment on peut optimiser sa performance. Combien de questions il va y avoir au total dans ces différents tests ? Alors, il y a un assez grand nombre de questions parce que l'idée, c'est quand même de laisser le maximum de chances, le maximum de possibilités pour exprimer son talent. Donc, on est autour de 300 questions à peu près, en sachant que le candidat moyen en traite à peu près la moitié. D'accord. Donc, on ne demande pas, et ça c'est très important, de tout faire, mais de faire le mieux possible en travaillant avec un certain rythme. Mais déjà, voilà, la moitié de l'épreuve, c'est déjà une belle performance. Et c'est quoi ? Si on a une question qui nous prend trop de temps, on peut passer, on peut sauter des questions ou il faut faire toutes les questions les unes après les autres ? Alors, c'est très ouvert. Dans la vraie vie, les étudiants et les futurs professionnels vont avoir des tâches à réaliser multiples et ils doivent aussi s'organiser pour mener à bien ces tâches. Donc, dans les tests, c'est un peu le même principe. On a une épreuve. En général, une épreuve fait à peu près 20, 30, parfois 50 questions. Et pendant un temps donné, on va gérer complètement son timing. On peut sauter des questions, on peut ne pas répondre, on peut répondre à celle de la fin ou du début. C'est un petit peu comme on veut. En sachant que quand même, si on est un petit peu perspicace, on va se rendre compte que dans certaines épreuves, les plus faciles sont proposées au début. Donc, on a plutôt intérêt d'abord à les traiter pour s'échauffer et puis ensuite affronter les problèmes plus durs. C'est un QCM ou bien il y a des questions avec des réponses ouvertes ? Quel est le format un petit peu ? Alors, il y a les deux formats, en fait. C'est-à-dire, pour les tests de compétences managériales, on a un panachage des deux types d'énoncés. Donc, QCM avec des réponses qui sont proposées et des choix particuliers à établir. Et puis, quelques questions ouvertes pour donner toute la mesure de sa créativité, de sa potentialité, de ses idées. Dans les tests de logique, par contre, ce sont uniquement des QCM. Donc là, on a plusieurs choix de réponses, en général entre 2 et 5 choix de réponses, et on doit définir quelle est la meilleure réponse par rapport à ce qui est demandé. On va faire un focus d'abord sur la partie compétences managériales. Là, c'est quelle typologie de questions et comment on s'y prépare ? Alors en fait, pour les compétences managériales, on part vraiment d'épreuves qui sont situées, c'est-à-dire de situations très concrètes que d'ailleurs les étudiants à l'ESSEC et les futurs professionnels vont très certainement rencontrer par la suite dans leur parcours. Donc des situations qui sont aussi en lien avec les valeurs de l'ESSEC, des situations qui témoignent de la vie actuelle, de la vie associative, de la vie en entreprise, de ce qui va être mobilisé comme ressources et comme compétences pour faire face à tous les événements qu'on peut rencontrer quand on est engagé dans un parcours académique ou une carrière. Donc très typiquement, c'est par exemple, on est immergé dans une association
avec des thématiques, avec des responsabilités. On va vous fournir un certain nombre de matériaux. Donc les matériaux, ça peut être des échanges entre collègues, ça peut être des conflits, ça peut être une innovation technologique à lancer, ça peut être un nouveau marché à défricher. Je tiens à préciser que pour faire face à ces situations, on ne doit pas mobiliser des connaissances techniques, puisqu'évidemment les étudiants n'ont pas encore ces connaissances. Et on doit faire appel plutôt à son bon sens, à ses valeurs, à sa capacité d'agir. Et donc là, face aux problèmes qui sont posés, le candidat doit essayer de trouver la solution qu'il adopterait s'il était placé réellement dans la situation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises réponses, ou c'est juste que ça définit un profil de candidat? Alors il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Ça permet de définir par rapport à des critères de compétences si les candidats remplissent bien en fait les attendus. Donc vraiment, on va parler, je pense, après des conseils, mais un conseil d'ailleurs qui renvoie tout à fait à ce qu'évoquait Emmanuel Le Nagard, c'est d'abord d'être soi-même et d'essayer vraiment de pas chercher à coller une sorte de moule ou d'image idéale, mais vraiment de donner sa réponse telle qu'elle serait si on était confronté exactement à la même situation. Mais si on est un mauvais manager, ça peut transparaître dans ce test? On n'est pas un mauvais manager, on arrive à l'ESSEC face au concours en ayant déjà un certain nombre de qualités. On va les affûter, ces qualités, au cours de la formation. Et simplement, il y a des candidats qui sont un peu plus à l'aise que d'autres. Et la vocation de l'ESSEC, c'est d'attirer les talents, donc effectivement de sélectionner les plus performants, mais tout en sachant que chacun a sa chance dans ces épreuves et qu'il n'y a pas de candidat qui, a priori, serait par avance éliminé. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a des erreurs récurrentes dans cette partie de compétences managériales? Est-ce qu'il y a des choses à éviter? Alors, je dirais un petit peu dans toutes les épreuves, les erreurs récurrentes, ce serait tout d'abord de ne pas prendre suffisamment connaissance des consignes, des énoncés, des propositions, parce que parfois, la question de la gestion du temps est une question un peu difficile. On a envie d'aller vite pour engranger un grand nombre de points et on peut avoir tendance à escamoter un peu certaines propositions ou certains éléments d'analyse. Or, tout est important. Les détails, la façon dont le problème est posé, les différents acteurs, ce qui est demandé exactement comme type de tâche. Donc, c'est quand même important d'être bien focus sur tous les éléments d'information pour ne pas manquer l'élément important qui va être déterminant pour apporter la réponse qui convient. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle qu'on parle des tests de logique et de compétences managériales et que vous pouvez continuer à nous envoyer toutes vos questions. On va les traiter dans quelques instants. C'est le moment de poser toutes les questions que vous avez. On reste sur cette épreuve de compétences managériales. Vous l'avez dit, il s'agit sans doute pas d'acheter tous les livres de management qu'on peut trouver, le management pour les nuls et compagnie, je sais pas ce qu'il peut y avoir. Mais il s'agit d'aller quand même puiser dans les échanges qu'on a pu avoir avec des proches qui nous ont raconté des situations sur le monde du travail, peut-être écouter des podcasts qui racontent des choses sur le monde du travail. Comment on se prépare à cette épreuve? Je pense que déjà, au stade où on en arrive, en post-prépa, on se prépare à faire une école de management. Donc là, quelque part, ça demande effectivement d'avoir réfléchi à soi, sa posture, sa position, sa vocation, ses perspectives. Même si le projet n'est pas déterminé à ce stade, on a quand même quelques éléments intéressants de réflexion qui peuvent être réutilisés au moment de la passation des tests. Ensuite, avoir quelques ingrédients de curiosité, connaître un petit peu l'environnement professionnel, connaître le monde de l'entreprise, avoir effectivement une ouverture, comme le disait aussi Emmanuel Le Nagard, sur ce monde, c'est quelque chose qui peut servir la réflexion et amener à donner des réponses peut-être plus adaptées. Sur cette épreuve de compétences managériales, sur cette partie en tout cas compétences managériales, est-ce qu'il y a des annales qu'on peut consulter, des corriger, des choses comme ça pour se préparer? Est-ce qu'on peut bachoter un petit peu la partie compétences managériales? Alors, l'ESSEC édite une brochure qui est disponible en ligne dans laquelle on présente en détail les épreuves. Il y a quelques exemples qui permettent de voir un petit peu à quel type d'épreuve on va être confronté. Mais néanmoins, on n'a pas privilégié le côté anal parce que le bachotage n'aurait aucun sens en fait, dans le sens où ce type d'épreuve mesure plutôt les capacités d'adaptation. Donc, on ne va pas apprendre par cœur des patterns de réponse qui vont être ensuite contre-productives au moment où on va passer l'épreuve. Donc l'idée, c'est plutôt une sensibilisation, et puis peut-être d'autres conseils sur lesquels je reviendrai après, mais en tout cas pas une surpréparation, ça n'aurait pas grand sens.
La deuxième partie, donc, c'est les tests de logique. Là aussi, ça peut angoisser un petit peu. C'est quoi? C'est des maths, c'est de la physique, c'est de la réflexion. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors, ce ne sont pas des épreuves de connaissances. D'accord. On n'a pas besoin d'avoir de connaissances. Donc, on ne révise pas le théorème de Pythagore qu'on avait oublié depuis quelques années. Ce sont des épreuves qui sont complémentaires aux épreuves du concours et qui vont mesurer plutôt les capacités de logique et de raisonnement. C'est-à-dire l'adaptabilité sur un plan cognitif, être capable de traiter des informations, de les comprendre, de les analyser, de les synthétiser, de faire des liens logiques entre des événements. Donc ça demande à la fois une forme de facilité intellectuelle, d'aisance intellectuelle, mais aussi une capacité à traiter un grand nombre d'informations et à les traiter avec une certaine vélocité. Donc la vitesse de traitement associée à la capacité d'analyse sont deux éléments importants. Vous avez des exemples de questions du test de logique ou des grandes typologies qu'on peut avoir? Oui, alors typiquement, il y a deux sous-catégories dans les tests de logique. Il y a des épreuves plutôt verbales de type communication, enfin qui mesurent plutôt l'aptitude à la communication, l'aptitude au langage, l'aptitude à la compréhension. Donc ça peut être des séries de mots, par exemple, qu'il va falloir classer. Ça peut être donner des significations à des propos, à des phrases, à des textes, à des énoncés particuliers. Donc ça, c'est la partie langagière qui est très importante, puisque quand on se dirige vers une école de management, on se destine à des métiers de la communication orale et écrite, et cette dimension-là est fondamentale pour réussir dans les études et par la suite. Ensuite, il y a une autre partie qui est plutôt de logique fondamentale, là, qui va plutôt traiter les capacités d'induction, d'analyse, de raisonnement. Autrement dit, c'est vraiment être capable de comprendre des problèmes, de les analyser, de trouver des solutions innovantes par rapport à des situations qui peuvent être extrêmement variées. L'idée qu'on a dans ces tests aussi, c'est de faire varier les supports pour ne pas pénaliser des candidats qui seraient moins à l'aise, par exemple, avec des formes géométriques ou avec des énoncés numériques. Donc on a une grande palette d'items, d'énoncés qui permettent de rééquilibrer en fait les choses. Il y a une émission de télévision sur des tests de logique, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dessus, qui est diffusée de temps en temps sur le service public, où il y a plein de tests de logique avec 10% de la population sait répondre à ça, etc., etc. C'est ce type de questions-là. Est-ce que c'est un bon entraînement de regarder ce genre d'émission? Alors, il y a une émission, mais il y a aussi effectivement une littérature colossale sur la question. Il sort des livres sans cesse tous les ans. Moi, je pense que c'est toujours intéressant, effectivement, de se documenter, de se préparer un peu, parce que ça permet de mettre en place des routines mentales, d'avoir une sorte d'exercice mental préalable qui va faire en sorte que quand on va arriver face aux épreuves, on va être en confort et davantage préparé. Mais il ne faut pas chercher à bachoter, encore une fois. C'est-à-dire, ça n'a aucun sens, puisqu'en fait, les tests sont spécifiques à l'ESSEC, ils ne sont pas édités ailleurs. Donc on va se retrouver devant des énoncés qu'on n'aura jamais vus, et donc il faudra faire face et s'adapter comme on doit le faire en entreprise ou comme on doit le faire quand on est à l'école et qu'on est face à de nouveaux projets. D'accord, donc il n'y a pas de livre particulier à acheter, il n'y a rien qui est édité avec les tests de logique de l'ESSEC, ça n'existe pas? Non, mais on peut toujours se documenter, c'est toujours une bonne chose. Là aussi, est-ce qu'il y a des erreurs récurrentes dans les tests de logique? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter de faire? Alors, répondre au hasard, puisqu'en fait, il faut savoir que les réponses erronées donnent lieu à des pondérations négatives. D'accord, donc vaut mieux ne rien répondre que de répondre quelque chose on va au perdre pif. son temps, en fait. Si on répond complètement au hasard, on perd son temps, donc autant passer son énergie vraiment sur les questions où on pense avoir la compétence pour répondre. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, effectivement, la lecture des consignes, là aussi, est importante, parce que parfois, on peut considérer qu'on a compris les consignes alors qu'en fait non, on les a pas bien saisies. Donc prendre le temps de lire les consignes, regarder les temps d'administration, bien penser à reporter ses réponses parce qu'il y a effectivement la pression, le stress parfois fait que on oublie de porter ses réponses là où il faut ou on décale d'une ligne. Bon, donc là c'est vraiment au candidat de vérifier que le report des réponses est de qualité. Et puis ensuite il y a la gestion du temps. Puisqu'en fait, vous allez avoir un temps 15 minutes ou 20 minutes, ça peut paraître important comme ça, mais quand on est pris dans le jeu de l'épreuve, ça passe extrêmement vite. Et donc, il y a des candidats qui ne se rendent pas compte que c'est déjà terminé. Donc là, il faut gérer son temps. Parce que chaque candidat doit gérer lui-même son temps, il n'y a pas un timer On annonce le temps et après, chaque candidat doit gérer. On ne dérange pas pendant l'épreuve pour laisser la concentration s'établir de manière optimale.
Donc l'idée, c'est quand même de venir avec une montre mécanique, parce que comme vous le savez sans doute, les smartphones, tout ce qui est électronique est proscrit, de façon à pouvoir contrôler son temps et le gérer le mieux possible. Parce que le temps est donné au début et après on dit plus rien pendant les 3 heures. Non, on laisse les candidats travailler. Effectivement, ils ont besoin de concentration pour pouvoir... J'ai l'impression que ça fait déjà partie de l'épreuve, la gestion du temps d'une certaine façon. Mais oui, mais parce que dans la vraie vie, dans le monde de l'entreprise, quand on est cadre, dirigeant ou étudiant, la question du temps, c'est une question fondamentale et savoir le gérer, ça fait partie de la réussite. Voilà, donc c'est aussi, ça fait partie intégrante des épreuves, effectivement. Bon, donc voilà, le conseil, c'est vraiment de s'acheter sa petite montre qui fait des bips comme ça tout au long de l'épreuve pour déranger les autres. Non, vaut mieux pas. Un petit mot, vous parliez de comment on reporte les réponses. C'est quoi? Il y a des grilles de réponses. Est-ce qu'on entoure? Comment c'est fait cette mécanique-là? Alors, nous, on essaye vraiment de faire en sorte que la tâche soit optimisée pour les candidats, qu'ils soient mis en confort, que d'un point de vue ergonomique, tout soit facilité pour se repérer facilement dans les épreuves. Donc on a effectivement 2 livrets, un livret avec les questions et un livret avec les réponses. Il y a des systèmes de couleurs qui permettent de savoir où on en est. Il y a des consignes qui sont fournies par écrit. Donc vraiment, tout est fait pour mettre dans les conditions idéales. Et donc après, c'est bien repérer où est le bon numéro et puis pas se tromper, pas décaler de ligne, par exemple. Ça arrive, ça? Ça peut arriver. Alors, on est aussi, il y a une armée de surveillants qui est là aussi pour vérifier que l'épreuve est bien réalisée de façon équitable, mais aussi pour aider les candidats. Donc, on est aussi vigilant et bienveillant pour les candidats au moment de l'épreuve, et donc c'est quand même finalement assez rare que ce type de situation se produise. Parce qu'après, c'est corrigé comment? Il y a des correcteurs ou ça passe dans des machines? Il y a une correction en partie pour les questions ouvertes manuelles et une partie qui est ensuite automatisée. Comment on gère son épreuve le jour J quand on arrive? Comment on fait pour ne pas être débordé? Vous le disiez, 300 questions. Quand on est préparationnaire, en plus, on a un peu l'optique de la réussite. On a envie d'avoir bon partout, etc. Comment on lâche prise un petit peu? C'est une très bonne question. Alors tout d'abord, c'est une épreuve qui est quand même exigeante du point de vue de ce qu'elle va solliciter au niveau de l'organisme et au niveau de la pensée. Donc effectivement, ça demande d'arriver dans de bonnes conditions physiques, d'avoir fait plutôt des bonnes nuits, de ne pas avoir pris de substances problématiques, de ne pas avoir fait d'excès. Pas d'excès et vraiment d'être focus, d'arriver dans des conditions aussi confortables parce qu'il y a parfois des candidats qui oublient, je sais pas, leur papier d'identité, alors ça les stresse, etc. Donc essayer de se mettre en condition pour arriver le jour J calme, serein, focus, croire en sa bonne étoile parce que quand on passe ces épreuves, on a toutes ses chances de réussir et donc on peut donner la pleine mesure de son talent et donc ça demande vraiment d'être bien concentré, de pas lâcher pendant la demi-journée, parce qu'un peu plus de 3 heures, c'est quand même assez long. Ça va solliciter beaucoup d'énergie. Et donc, il faut pouvoir être focus jusqu'à la fin en fait, des épreuves et ne pas lâcher, par exemple. Parce que c'est vrai que si vous ratez complètement une épreuve, ça ne vous condamne pas, mais ça va vous faire perdre un certain nombre de points. Donc, l'idée, c'est que même si vous voyez que dans une épreuve, bon, ça marche pas tout à fait comme vous voudriez, vous n'en faites que le tiers. C'est pas grave, vous faites au moins ce tiers-là, puis vous allez vous rattraper dans l'épreuve d'après, vous allez compenser et vous pourrez rentrer dans l'école quand même. Ça détecte le quotient intellectuel des élèves ou ça n'a rien à voir avec les tests de quotient intellectuel? Alors, c'est pas une épreuve de quotient intellectuel parce que sont vraiment des épreuves qui sont différentes de nature et de format, mais on évalue évidemment des ressources intellectuelles, c'est-à-dire des capacités à utiliser la pensée, le raisonnement, l'esprit de logique, à traiter des problèmes, donc il y a effectivement des liens de parenté. D'accord. On va parler de la préparation à ces épreuves. Comment on fait en amont? Quels sont les conseils que vous donnez pour être bien préparé? Vous le disiez, pas bachoter. Oui, on a déjà un petit peu balisé le terrain, enfin des conseils de bon sens déjà, c'est-à-dire vraiment garder une fraîcheur physique et intellectuelle, ne pas chercher à apprendre des réponses par cœur, ça sert strictement à rien, se familiariser doucement et faire quelques exercices un peu à titre d'essai pour entrer dans ce type d'épreuve. Ensuite, ne pas oublier ses papiers d'identité, voilà, c'est un point important aussi. Venir avec un système de repérage du temps qui va permettre vraiment de bien réaliser l'épreuve. Et puis,
Et puis vraiment travailler de façon continue, en y croyant, parce que vraiment, ces épreuves sont aussi faites pour vous permettre d'entrer à l'ESSEC, pour vous donner une chance d'entrer à l'ESSEC, donc il faut pas le négliger. On va prendre des premières questions du chat que vous pouvez continuer à nous envoyer sur ces épreuves. N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce qu'on a le droit à la calculatrice ou au brouillon, nous demande un internaute. La calculatrice, non, aucun système de traitement automatique d'ailleurs. Le brouillon non plus, on a simplement la possibilité de poser des opérations, de griffonner si nécessaire sur les documents. D'accord. Bon, voilà, on peut réfléchir bien sûr, mais les documents sont conçus pour cela. Où peut-on trouver des exemples de tests? Vous parliez tout à l'heure d'un livret. Il y a des exemples pour les deux épreuves, quelques questions types? Oui, on a un certain nombre de questions types qui permettent déjà de se familiariser. Et puis après, si on veut aller plus loin, un certain nombre de librairies qui proposent des rayons entiers de préparation à ce type d'épreuve. Donc là, ça vaut le coup quand même d'acheter des livres de préparation? Oui, on peut toujours le faire. Après, encore une fois, l'idée, c'est pas d'essayer de faire un marathon de la préparation. Ça n'aurait pas tellement d'intérêt. Donc, si on a un livre sous la main, je vais pas en conseiller un en particulier parce qu'il y en a pas un qui se rapproche fortement de ce qu'on va proposer à l'ESSEC. Mais on peut toujours, effectivement, le consulter puis s'y préparer un peu. C'est une façon d'entrer dans ce type de tâche. Autre question du chat. Comment est réparti le temps des tests entre les épreuves? Comment ça fonctionne? Alors, entre les épreuves, on n'a pas de temps, on n'a pas de pause, on n'a pas de temps mort. C'est-à-dire, on enchaîne tout. Ah oui, c'est vraiment là, on enchaîne tout, toutes les épreuves. On commence par les tests de compétences managériales et on enchaîne par les 6 tests de logique. Donc, on a au total 9 épreuves différentes, avec des temps un petit peu différents, mais sans pause. Et c'est renoté au début de chaque livret qu'on reçoit ou de chaque épreuve, de chaque feuille, de chaque document? Oui, vraiment. L'idée pour nous, c'est vraiment de ne pas piéger les candidats, mais de les mettre en confort, de les aider à montrer leurs capacités. Donc vraiment, tout est fait pour leur donner des consignes qui sont aussi répétées à l'oral. Quel est l'impact de cette épreuve dans le processus de recrutement? Qu'est-ce que ça représente en termes de pondération derrière? Elle compte pour un tiers, donc elle compte autant que l'entretien et les épreuves de langue, donc ça pèse quand même pas mal dans la décision. Et par ailleurs, après ça dépend aussi de ce qu'on va donner dans les autres épreuves, mais parfois on a peur de l'épreuve des tests en se disant c'est peut-être ça qui va me poser problème pour entrer à l'ESSEC, mais c'est aussi dans un très grand nombre de cas le fait qu'on peut avec cette épreuve compenser peut-être une note d'entretien ou une note de langue un peu moins élevée. Donc il faut vraiment saisir de cette opportunité pour pouvoir se dire je vais avoir toutes mes chances si je réussis à atteindre un certain niveau dans l'épreuve de test. Quel est l'intérêt de tout ça? Qu'est-ce qu'on évalue au fond pour les candidats? Qu'est-ce que ça permet de dénoter? À la différence d'un entretien de motivation, là on est plus sincère parce que l'entretien de motivation, parfois on peut, on y reviendra dans quelques instants, mais peut-être qu'on peut dire des choses, mais là on a les faits sur ce que sont les gens et ce qu'ils ont d'un point de vue managérial. Alors, il faut savoir que ça fait à peu près un siècle qu'on utilise ce type de test dans les grandes entreprises, dans les grandes organisations internationales, notamment pour recruter des cadres et des dirigeants. Donc, on a une expérience qui est liée tout d'abord à la validité scientifique de ce type de test. Donc là, on a beaucoup de données engrangées qui le démontrent clairement. Et puis des éléments aussi sur la complémentarité par rapport à l'entretien, parce que l'entretien est plutôt centré sur la motivation, la personnalité, le parcours, le projet, les perspectives. Alors que les tests vont plutôt évaluer des compétences complémentaires qui ont trait aux ressources intellectuelles, à la capacité managériale, la capacité à mobiliser des comportements dans des situations. Donc c'est vraiment tout à fait complémentaire. Et puis il y a un dernier point qui est intéressant aussi pour les tests, c'est que beaucoup d'études, et celles qu'on a réalisées aussi à l'ESSEC, montrent qu'elles sont équitables. C'est-à-dire que quelle que soit votre origine sociale, votre sexe, votre parcours, vous avez toutes les chances de réussir les tests. Elles ne discriminent pas selon l'origine, elles permettent seulement d'évaluer des compétences clés qui sont attendues par l'école. Si on a des candidats qui se disent mais moi j'ai rien fait de managérial dans ma vie, j'ai pas fait d'association, j'ai travaillé à fond pendant 2-3 ans en prépa, donc j'ai mis de côté un petit peu tous ces aspects-là. Comment on rattrape ce temps et ces expériences managériales-là?
Mais on a forcément eu des expériences dans la vie. Quand on arrive au moment du concours, on a eu des expériences sociales, on s'est confronté au monde, on a étudié des idées, des courants, des concepts, on a dialogué avec d'autres, on a eu des expériences au sein de sa propre famille, on a eu des expériences dans les loisirs, donc dans des associations aussi souvent. Et par ailleurs, on a aussi une capacité de réflexion, une capacité à mobiliser un potentiel qui va ensuite, bien sûr, se développer, s'actualiser, s'enrichir à travers l'école. Mais tout ça, on peut déjà le démontrer au moment de la passation des épreuves. Et donc, encore une fois, ce qu'on ne demande pas aux candidats, c'est de nous livrer des connaissances qu'ils n'ont pas encore, mais c'est plutôt de nous montrer ce potentiel naissant qui est en train de frémir là et qui va nous donner ensuite un parcours, je l'espère, très intéressant dans le cadre de l'école. Quel conseil, dans cette dernière ligne droite, pour celles et ceux qui nous regardent, vous auriez envie de donner? Comment aborder sereinement cette épreuve qui arrive? Moi, je crois que c'est vraiment rester soi-même, d'abord, montrer toute sa motivation, venir avec une grande force de conviction, rester très concentré et bien préparé, mais pas surpréparé pour ces épreuves. Et puis, j'espère que tous ces conseils vous donneront la possibilité de nous rejoindre prochainement et de faire un beau parcours ensuite à l'ESSEC. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Luc Bernanos, de nous avoir présenté ces épreuves et de nous avoir livré tous ces conseils.